Voilà, bonsoir à tout le monde. Nous sommes déjà un peu nombreux, c'est sympathique. Nous continuons notre voyage dans les usages de la céramique au XVIIe et XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, c'est Viviane Mesqui qui va nous parler des services à la française, de la table, à travers quelques services célèbres de la manufacture de Sèvres. Et surtout, je voulais vous dire que Viviane fait partie de l'équipe de conservation du musée et qu'elle est responsable des porcelaines françaises et européennes, de la faïence fine et du verre. Un gros programme. Et on est ravis de l'entendre ce soir. C'est une grande professionnelle, toujours souriante et qui nous aide beaucoup aux amis du musée. Donc, on est vraiment très content de l'avoir. Et de ce fait, je lui laisse la parole. Merci Cécile, je suis ravie que d'éloges. Quelle belle introduction, merci beaucoup, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour vous présenter effectivement quelques grands services, célèbres services de la manufacture de Sèvres et les utiliser en quelque sorte pour expliquer en même temps le service à la française, puisqu'en fait ils ont été conçus dans ce cadre, ces services. Donc mon idée, c'est un peu de lier contenant, contenu, d'expliquer comment ils fonctionnaient ces services, bien sûr de les remettre dans leur contexte de fabrication, de production, dans le contexte artistique également de l'époque. Mais le but de ce cycle de cours, c'est vraiment de revenir sur les usages. Donc, je vais insister sur cet aspect. Et en introduction, bien sûr, redéfinir ce service à la française, qui est un terme en fait qui est finalement postérieur au XVIIIe siècle, né au XIXe siècle donc. Et finalement, comment est-ce qu'on peut le définir? C'est en quelque sorte une modalité, on peut dire, de prise du repas, partagée par une certaine élite sociale. C'est un mode de prise du repas qui est né en fait au cours du Moyen Âge, mais qui a évolué en fait au fil des siècles pour se complexifier, se codifier en quelque sorte. Il était en usage à la cour de France au XVIIe, au XVIIIe siècle, dans le royaume donc, de France, et il a connu un certain apogée avec une sorte de codification et de complexification à l'extrême à la cour de Louis XIV notamment, parce que si ce service à la française, vous allez le voir, c'est en quelque sorte un spectacle, esthétique, mais aussi un spectacle de mise en scène du pouvoir royal. Donc, il y a une dimension presque politique aussi de ce service à la française. Et finalement, la production des services de la manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle s'inscrivent dans cette dimension politique, ont un vrai rôle politique. D'où le fait d'avoir été utilisé également comme cadeau diplomatique par les rois au cours du XVIIIe siècle notamment. Ce service à la française, il fonctionne comment? Il correspond à un ensemble d'étapes successives dans le cadre du déroulement du repas. Je vais vous donner aujourd'hui le cadre général. On peut avoir parfois des particularités. Mon idée, c'est de vous donner un petit peu les grands principes de fonctionnement. En général, on avait au minimum 3 services successifs. Parfois, on pouvait en avoir le double et encore plus. Donc, souvent, en général, ce qu'on observe, ce qu'on connaît pour le XVIIe, le XVIIIe siècle notamment, c'est en général 5 à 6 services qui vont se succéder. Parfois 4, parfois plus, donc selon l'événement qui est célébré au cours d'un repas. À chaque service, il faut imaginer que les domestiques qui sont sollicités vont disposer des plats, ceux que je voulais vous présenter ce soir, sur la table, mais également d'autres formes, des salières, etc., sont disposés sur la table, et tout cela de manière très construite. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette première slide, de manière surtout symétrique. Souvent, on compare l'organisation d'une table dans le cadre du service à la française avec les jardins à la française, dans ce sens de la composition symétrique. Je vais vous montrer donc moi un certain nombre de ces formes que l'on disposait sur la table, qui répondent à différents usages et qui accueillaient des mets bien sûr différents. Une forme égale un plat, on peut dire. Il faut imaginer qu'entre chaque service c'est un ensemble de plats, et après un service, on retire les plats, et ensuite, nouveau service, on remet de nouveaux plats sur la table. Donc voilà, à chaque service, la table est libérée de ces plats pour que d'autres soient disposés à leur tour. Il y a des éléments qui, eux, restent de manière permanente sur la table, qui font partie de ce qu'on appelle parfois le dormant. Ce qui dort sur la table, en quelque sorte, ce sont les salières, les boîtes à épices, huiliers, vinaigriers, par exemple, sucriers également, qui pouvaient être disposés autour du surtout,
structure en quelque sorte le centre de la table, qui constitue une sorte de colonne vertébrale au centre de la table. C'est un petit peu ce qu'on voit dans cette planche qui a été publiée dans le nouveau traité de la cuisine avec de nouveaux dessins de table et 24 menus. C'est le tome 1, publié en 1739, dont l'auteur est Joseph Menon. Ce qui est intéressant, il y a un certain nombre de planches dans cet ouvrage où on voit, je vais dire un petit peu les tables idéales, en tout cas comment on pouvait orchestrer et organiser une table. Il faut imaginer que certains des plats, les plats que je vais vous montrer ce soir, pouvaient être disposés dans cet esprit-là. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Pour contextualiser aussi un petit peu les objets que je vais vous montrer, les objets de la manufacture de Sèvres que je vais vous montrer ce soir, je voulais également, pour les rendre un petit peu vivants en quelque sorte, faire quelques parallèles avec des menus du XVIIIe siècle pour comprendre davantage quels mets pouvaient être consommés et disposés dans quels plats. Voilà, faire vraiment le lien entre contenu et contenant. Et je vais m'appuyer pour ça sur, bien sûr, les célèbres menus de Choisy, qui font partie de plusieurs recueils qu'on appelle les Voyages du roi au château de Choisy, qui sont des recueils assez exceptionnels, dont certains sont conservés au château de Versailles, qui évoquent des menus qui ont été servis au roi et à ses convives lors de soupers qui étaient organisés au château de Choisy entre 1744 et 1759. Donc j'ai pioché quelques mets qui sont cités dans les premiers services, dans les entrées, dans les rôts, etc., pour faire le parallèle avec les plats que je vous montrerai, pour que vous imaginiez parfois, alors qu'on est à l'heure du dîner quasiment, pour que vous imaginiez un petit peu ce que pouvaient manger les convives à l'époque. Autre point sur lequel je voulais insister également, moi je vais vous présenter uniquement de la porcelaine et de la porcelaine de Sèvres ce soir, mais c'est une toute petite vision que je vais vous donner du XVIIIe siècle. Il faut bien imaginer que d'autres matériaux pouvaient se trouver sur la table et très souvent, d'ailleurs, la porcelaine de Sèvres ou d'autres manufactures dialoguait, était utilisée avec des pièces d'orfèvrerie, l'orfèvrerie d'argent, l'orfèvrerie d'or. Donc voilà, il faut vraiment imaginer qu'il n'y avait pas seulement la porcelaine au XVIIIe siècle sur les tables, et même en fait au siècle précédent, notamment au XVIIe siècle. On attend vraiment le XVIIIe siècle pour que la porcelaine, c'est ça que je voulais vous dire, commence à vraiment triompher sur la table. Auparavant, c'est l'étain, l'argent, le vermeil, l'or, vraiment qui triomphent. Et il y a une sorte de hiérarchie, d'ailleurs, qu'on sent assez clairement dans les documents anciens entre l'orfèvrerie et la porcelaine. Il faut vraiment du temps pour que la porcelaine gagne ses lettres de noblesse. Et puis, bien sûr, moi, je vais vous parler que de porcelaine, alors qu'il faut imaginer les textiles, les verres, plein d'autres choses, les fleurs, etc., qui décoraient, qui pouvaient orner les tables au XVIIIe siècle. Enfin, dernier point pour mon introduction concernant la notion de service de table, c'est vraiment à partir du XVIIIe siècle que commence à s'imposer cette conception en fait unifiée d'un service de table, d'un ensemble complet en fait destiné à la table. C'est vraiment sous le règne de Louis XV en fait que cette notion de service de table tel qu'on l'entend aujourd'hui prend vraiment tout son sens et apparaît véritablement. On constitue alors des ensembles cohérents, homogènes, à l'image de ce que je vais vous montrer ce soir. Des pièces qui présentent des décors communs, voilà, pour avoir des ensembles homogènes, et les services comprenant des formes et des typologies différentes afin de recueillir des mets différents et pour répondre aux différents usages de la table. Je commencerai en vous présentant quelques pièces qui ne figuraient pas forcément, et même rarement sur la table, mais qui accompagnent le repas, les pièces de la boisson. Parmi les boissons, bien sûr, qui sont appréciées sur les tables de la cour, mais les tables prestigieuses également au XVIIIe siècle, c'est le vin, qui est un petit peu la boisson reine. À la cour du roi Louis XV, par exemple, il faut imaginer qu'on appréciait particulièrement les vins de Bourgogne, les vins de Champagne également. Il y a une sorte de concurrence un petit peu entre les vins de ces deux zones géographiques. Et il pouvait être consommé frais, il était apprécié frais, ce vin, ce qui implique du coup la déclinaison d'un ensemble d'accessoires qui permettaient de rafraîchir aussi bien le vin lui-même que les contenants de ce vin et donc les verres en particulier. C'est ce que je vais vous montrer pour commencer. Faut aussi imaginer que dans l'usage de ces objets-là que je vous montre pour le service de la boisson et dans le fonctionnement et le service de la boisson, les domestiques ont un rôle essentiel puisque au XVIIIe siècle, en principe, en tout cas, tout ce qui est verre et bouteilles ne figure pas et ne reste pas sur la table. Quand un convive souhaite boire, il fait appel à un domestique qui apporte, par exemple, sur un plateau, un verre
et la bouteille, si le convive souhaite lui-même se servir le vin dans son verre, comme parfois Louis XIV le faisait, ou le verre peut avoir été préparé, rempli par le domestique et donc apporté directement au convive qui boit sa boisson et donc le domestique repart avec le verre posé sur son plateau. Évidemment, c'est quelque chose qui parfois est un peu plus souple et moins raide. On le voit dans des représentations, mais dans des repas plus intimes au XVIIIe siècle. Parfois, on peut imaginer que les verres se trouvaient sur la table. Voilà, ça dépend. Cette espèce de règle, ce principe général pouvait être un petit peu assoupli selon la nature des repas et leur caractère plus ou moins intimiste. Pour commencer, je vous présente donc cette paire de seaux à verre qui fait partie d'un célèbre service, le service dit Camaïeu-Carmin, le service Camaïeu-Carmin pour le roi Louis XV, qui est un service qui a été réalisé pour le château de Fontainebleau. Et je vous présente donc une paire de seaux à verre qui avait pour fonction, vous le voyez, ils ont comme un bord ondulé, j'ai envie de dire, ce qui est assez beau aussi en porcelaine, tout simplement parce que un ou plusieurs verres pouvaient être renversés dans ce seau. Donc le contenant lui-même qui abritait le vin habituellement était renversé dans le seau, plongé dans de la glace que contenaient ces seaux, afin d'être rafraîchi et ensuite plus tard de recueillir le vin frais qui contribuait ainsi, ayant été rafraîchi, à garder frais. Donc cette paire de seaux, elle est conservée au château de Fontainebleau, elle est en porcelaine tendre, et d'ailleurs la totalité du service l'est également. On est en 1763. Donc c'est un service qui est réalisé, comme je vous le disais, pour le château de Fontainebleau, pour la salle à manger des cabinets du roi. Et il faut imaginer que dans ce service qui comprend, je vais vous le dire après, à peu près 620 pièces au total à la fin du XVIIIe siècle, parce qu'en fait c'est un service qui va être utilisé tout au long du XVIIIe siècle, et ça on le voit avec plusieurs services commandés sous le règne de Louis XV, que Louis XVI va continuer d'utiliser. Donc c'est un service qui va être complété au fur et à mesure du XVIIIe siècle, pour arriver donc jusqu'à 620 pièces à la fin du siècle. Ce service était vraisemblablement associé à des pièces d'orfèvrerie. Par exemple, on ne voit pas de pot à oil ni de terrine dans le cadre de ce service, alors qu'il y avait des pièces qui pouvaient être utilisées pour les étapes principales du repas. Donc probablement, et ce n'est pas le seul service pour lequel on se fait cette réflexion, qu'on imagine sur la table des pièces d'orfèvrerie avec ces pièces en porcelaine. Donc ça fait vraiment écho à ce que je vous disais en introduction. Parce que l'essentiel des formes qui sont conçues pour ce service font référence au dernier service du repas, ce qu'on appelle le service, enfin le dessert aujourd'hui, mais qu'on appelle le service du fruit à l'époque. C'est un service aussi qui est assez intéressant par la simplicité, relative simplicité, désolé pour le bruit si vous entendez les pompiers, relative simplicité des décors. En fait, ça montre la hiérarchie de ces résidences, effectivement, par rapport à la résidence de Versailles. Le château de Fontainebleau est une résidence qu'on peut qualifier de secondaire, donc il accueille un service moins riche en or et avec un décor plus simple. Mais un décor, comme vous le voyez, monochrome, on parle de service Camaïeu-Carmin parce que, en référence en fait, à la couleur qui a été utilisée dans les décors de ce service, composé de guirlandes de fleurs avec des rubans, toujours dans cette tonalité pourpre, le Camaïeu-Carmin qui est obtenu à partir d'or. Donc c'est quand même une couleur, du fait de la matière première qu'elle nécessite, il faut imaginer un coût assez important pour la réalisation de ce service malgré tout. Donc une relative sobriété, je dirais, pour ce service. Donc, comme je vous disais, ce service a été utilisé tout au long du XVIIIe siècle. On a conservé au Musée national de céramique une assiette, par exemple, qui date des années 1780, qui fait partie de ce service, donc qui est vraiment ce qu'on appelle une pièce de réassort. Il y a eu des compléments qui ont été réalisés sous le règne de Louis XVI. Yves Carlier avait publié il y a plusieurs années un petit ouvrage que j'ai mis dans la bibliographie que j'avais transmis à Cécile, qui vous sera transmise, consacrée exclusivement à ce service. Et donc, on voit bien, d'ailleurs, au cours du XVIIIe siècle, comment la production des pièces a impliqué des tonalités un petit peu différentes dans le Camaïeu-Carmin, donc c'est assez intéressant. En tout cas, cette forme de seau à verre, dit seau à verre échancré, est assez élégante, et on comprend très bien, en voyant les pourtours de ces pièces, la fonction de ces objets. Deuxième pièce que je voulais vous montrer, toujours en lien avec le service de la boisson, et qui fait partie d'un autre service important, le service à Perles et Barbeaux de la reine Marie-Antoinette. Donc là, c'est un seau à verre d'une forme assez ordinaire, en fait, assez courante. Vraiment, c'est un petit peu la typologie du seau
presque classique, on pourrait dire, à la manufacture de sève, en tout cas abondamment produit, une forme qui est déclinée aussi bien en seau à verre, qui est de plus petite dimension que le seau à bouteille, qui peut reprendre la même forme, mais en plus grand. Donc le seau à verre, donc là c'est exactement la même fonction que ce que je viens de vous montrer juste auparavant avec le service Camaïeu Carmin. On renverse le verre à l'intérieur pour le plonger dans de la glace et le rafraîchir. Quelques mots sur ce service. Donc là, cette pièce, elle date de 1781. Elle est en porcelaine tendre, conservée au château de Versailles, qui conserve un certain nombre de pièces de ce service. C'est l'un des services acquis par la reine Marie-Antoinette, qui avait commandé plusieurs services à la manufacture de Sèvres, le troisième en l'occurrence, commandé donc en 1781 par la reine, vraisemblablement pour le petit Trianon, et qui est donc livré à partir de janvier 1780, enfin voilà, qu'elle reçoit à partir de janvier 1782. Un service en porcelaine tendre qui se caractérise par ce décor donc, de perles et de barbeaux avec ce fond vert sur lequel se détachent presque le collier de perles, j'ai envie de dire. Le motif de barbeau, c'est un nom un petit peu vulgaire pour désigner ces bleuets qui forment une frise ici en partie supérieure de ce seau à verre. Le motif de bleuet étant très apprécié dans cette décennie, même les années 1770-1780, aussi bien dans les arts décoratifs que finalement dans les textiles également, etc. Donc c'est vraiment un motif caractéristique de cette période et qu'on voit beaucoup dans les décors de porcelaine de la manufacture de Sèvres. C'est un service qui comprenait près de 293 pièces, l'un des plus importants du coup en termes de quantité commandé par la reine Marie-Antoinette. J'avais trouvé qu'il était proposé que ce service, du fait du nombre de pièces, soit réalisé pour 24 personnes. Donc ça, c'est pour vous donner une idée. On se base parfois sur le nombre de pièces pour essayer de faire des projectures comme ça. Voilà, on comprend que c'est pour 24 personnes, ce service. Il devait sans doute être associé lui aussi à des pièces d'orfèvrerie, parce que certaines typologies, là aussi, manquent. Par exemple, il n'y a pas de terrine, à nouveau, alors qu'il y a des assiettes creuses, donc ces assiettes à potage, qui étaient utilisées probablement, normalement, en même temps que les terrines. Donc voilà, c'est ce qui permet de penser que des pièces d'orfèvrerie étaient associées à ce service, qui était utilisé sans doute pour des repas plus formels, moins intimes, où, justement, on privilégiait la combinaison de ces pièces d'orfèvrerie avec les pièces de porcelaine. Toujours lié à cette fonction de rafraîchir les verres pour consommer ensuite le vin frais à l'intérieur, cette forme que j'affectionne particulièrement, ce seau crénelé, qui provient du service à frise colorée du roi Louis XV. Donc là, c'est une pièce à nouveau qui est conservée au château de Versailles, qui date de 1762 et que vous pouvez voir actuellement dans l'exposition consacrée à Louis XV, Passion d'un roi. Donc le seau crénelé, vous voyez très bien, c'est vraiment une prouesse technique. Je trouve cette pièce assez fantastique parce que vous avez là aussi une sorte de vague, une ondulation de la pâte de porcelaine, porcelaine tendre, là en l'occurrence, assez complexe à maîtriser. En tout cas, il faut imaginer qu'il y avait quand même des risques de déformation, d'affaissement au moment de la cuisson. Donc là, on a une belle régularité du travail de la pâte de porcelaine. Et donc, vous avez une multitude d'encoches en partie supérieure, où on pouvait caler la jambe du verre en quelque sorte et donc renverser le verre à l'intérieur, le refroidir avec de la glace qui était placée elle-même à l'intérieur de ce seau crénelé. Donc cette pièce, donc là l'intérêt aussi de cette pièce, comme vous le comprenez, c'est qu'on pouvait placer plusieurs verres à l'intérieur, puisqu'on avait plusieurs convives à table. Donc cette pièce, elle fait partie d'un ensemble de pièces qui ont été acquises par le roi Louis XV lors des ventes qui étaient organisées par la manufacture de Sèvres au château de Versailles, ici en l'occurrence à la fin de l'année 1762. Parmi les pièces, les typologies qu'on trouvait dans cet ensemble rassemblé par le roi Louis XV, c'était des assiettes, compotiers, tasses à glace, donc vraisemblablement plutôt un service utilisé dans le cadre du dessert, donc du service du fruit. Il est caractérisé, ce service, par un délicat décor de cartouches bleues, avec un treillage mosaïqué d'or, hein, comme vous le voyez, des petites guirlandes ou couronnes de fleurs polychromes, ainsi que des palmes d'or dorées et avec une tonalité de pourpre également qui contribue à donner une sorte de volume à ces palmes qui décorent la pièce. Je vais continuer avec les seaux à bouteilles. Et cette fois-ci, vous voyez, c'est la même forme que celle que nous avons vue tout à l'heure pour le seau à verre du service de la reine Marie-Antoinette, donc service à perles et barbeaux. C'est un autre service. Il faut imaginer, les photos ne rendent pas
compte de cela, mais en fait, là, vous avez la même forme, mais dans une dimension, dans une grandeur différente, donc plus grande ici pour accueillir cette fois-ci les bouteilles. Alors, seau à bouteille et seau à demi-bouteille. Les seaux à demi-bouteille sont un petit peu plus petits que les seaux à bouteille parce qu'ils permettaient d'accueillir ce qu'on appelle ces demi-bouteilles, qu'on appelle également des topettes, qui sont des bouteilles un petit peu plus petites. Et donc, c'est un petit peu finalement comme les seaux à champagne aujourd'hui. Pour comprendre directement, on rafraîchissait les bouteilles de vin dans ce genre de seaux dans lesquels on mettait de la glace et on rafraîchissait le vin à l'intérieur. Donc, la taille de ces seaux est adaptée en fonction de la taille de la bouteille. Et donc ici, on est sur les petites bouteilles, d'où le nom de seau à demi-bouteille. Le service que je vous présente ici, pour ce seau à bouteille, seau à demi-bouteille, pardon, c'est un service qui a été offert par le roi Louis XV à la reine Marie-Caroline de Naples et des deux Siciles en 1773, un service produit en porcelaine tendre à la manufacture de Sèvres. Cette pièce, elle est conservée au musée du Louvre. À Sèvres, on conserve une assiette notamment de ce service. Il a été offert, ce service, dans un contexte un petit peu particulier de souhait de rapprochement entre les Bourbons de France, de Naples et d'Espagne, vraisemblablement à l'occasion de la naissance en 1773 de la fille de Marie-Caroline de Naples, Louise-Marie, dont Louis XV était le parrain. Il se caractérise, ce service, par un décor assez simple et polychrome, avec ses cartouches d'enfants, d'amour, encadrées d'or. On a ce fond bleu également ici en partie supérieure, des couronnes de feuilles et les initiales, les lettres C et L, en fleurs, peintes en fleurs. Donc, on a les roses et les barbeaux ici, surmontés d'une couronne de roses. Le monogramme C et L semble faire référence, mais j'ai vu plusieurs hypothèses, aux initiales de la reine qui avait reçu comme prénom de baptême Marie-Charlotte Louise. J'ai vu aussi que le L pouvait peut-être faire référence au prénom de la petite fille qui venait de naître en 1773, Louise. Donc cette Marie-Charlotte Louise qui reçoit ce service avait été nommée Marie-Caroline, c'est pour ça qu'on parle de Marie-Caroline de Naples, après son mariage avec Ferdinand Ier en 1768. Mais en tout cas, elle avait reçu ses prénoms de baptême Marie-Charlotte Louise, d'où la possibilité que ses initiales fassent référence à ses prénoms de baptême. Je vous présente enfin, pour terminer sur la boisson, les seaux à liqueur. Donc là, vous avez une forme qui conserve le Musée national de céramique et qui fait partie du service dit rose et mosaïque dans les documents anciens, dans les registres de vente de la manufacture. Service produit cette fois-ci pour le comte de Sartine en 1774, toujours en porcelaine tendre. C'est un seau à liqueur, donc c'est toujours cette forme ovale, avec, là vous le voyez, il y a une sorte de sillon central qui permettait de recevoir comme une feuille de porcelaine perforée la plupart du temps, parce qu'en fait les seaux à liqueur permettaient, avec cette partie amovible, de contenir et de maintenir deux bouteilles l'une à côté de l'autre, et on pouvait aussi décider de retirer la feuille, mais voilà, en général, il faut imaginer deux bouteilles de liqueur à l'intérieur de ce type de seau qui ont vraiment toujours cette forme ovale. Le service de Sartine, le service du comte de Sartine, qui était lieutenant criminel du Châtelet de Paris à partir de 1755, qui au moment de la livraison de ce service vient de prendre la tête en charge le secrétariat d'État à la Marine. Il a quitté le gouvernement en 1780, mais en tout cas, voilà, c'est un ministre, c'est un personnage assez éminent. Ce service se caractérise donc par ce décor rose et mosaïque qui correspond, pour la partie rose, je pense que vous voyez ce que ça désigne, le registre inférieur du décor de ce seau, et le décor en partie supérieure avec ces petits ronds entourés de tout petits ronds et de petits points. Ces alvéoles, en quelque sorte décoratives, sont désignées par le terme de mosaïque dans les archives. Ce qui caractérise également ce service, c'est la présence des armoiries du comte. Les pièces et les services de la manufacture de Sèvres comprenant des décors d'armoiries sont plus fréquents. Donc, c'est intéressant de l'observer ici. Donc, les armoiries comprennent notamment des armes parlantes. Vous voyez au centre un bandeau bleu sur lesquels vous voyez sûrement trois lignes verticales blanches qui correspondent en fait à des poissons, des sardines, parce qu'en fait, il y a une sorte de rapprochement phonétique entre sardine et sartine, ce que je trouve assez quand même humoristique. Donc voilà, ce sont des armoiries assez étonnantes qui ont été adoptées par le comte de Sartine avec une couronne frontale donc, au sommet, entourée de ces deux oiseaux presque menaçants. Il faut savoir que ce décor rose et mosaïque a connu un grand engouement à la manufacture de Sèvres. Plusieurs services en fait
sont caractérisés par ce type de décor, commandés par exemple par le duc de Choiseul, par le comte d'Artois. D'autres personnages ont eu des services roses et mosaïques, produits notamment dans les années 1770, mais même un peu après. Et aussi pour votre information, c'est un type de service qui est toujours un modèle de formation pour les peintres qui se forment, les peintres apprentis de la manufacture de Sèvres. Aujourd'hui, nous empruntent au musée, par exemple, on a un certain nombre de pièces du XVIIIe siècle avec ce genre de décor qu'on prête aux ateliers de la manufacture, aux ateliers de peinture, pour qu'ils se forment à la définition, à la réalisation des décors de roses. C'est vraiment des roses qui sont assez complexes à réaliser, celles qui sont en partie inférieure de ce seau. Complexes parce qu'elles sont dessinées tantôt ouvertes, tantôt en bouton, donc plus ou moins fermées, plus ou moins ouvertes, avec des orientations différentes, des jeux d'ombres différents. Il y a les feuillages également qui accompagnent ces roses qui sont assez complexes, qui paraissent simples comme ça, mais qui ont été assez complètes comme motifs, comme me disent les peintres de la manufacture parfois. Et donc, c'est un outil d'apprentissage pour eux, ces roses qu'ils appellent roses sartines eux-mêmes, en référence donc à ce célèbre service. Je quitte la boisson pour évoquer en un petit clin d'œil l'engouement pour les couverts avec des manches de porcelaine. Il y a vraiment un intérêt assez prononcé au XVIIIe siècle pour les couverts, mais avec des manches en porcelaine, mais aussi avec des manches en verre, en faïence, etc. Donc le matériau céramique et verre se développe dans les couverts au XVIIIe siècle. Il faut savoir également qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, je dirais que le kit couteau-fourchette tel qu'on le connaît aujourd'hui va vraiment devenir se généraliser progressivement et devenir plus systématique. Il a fallu des siècles et des décennies pour que on utilise de manière systématique la fourchette en lien avec le couteau, et pas seulement des outils pointus pour piquer et dans les plats et manger avec ses doigts. On mange très tardivement encore avec les doigts, en tout cas au XVIIIe siècle. Donc voilà, cette généralisation du kit couteau-fourchette, c'est vraiment caractéristique du XVIIIe siècle. Je vous présente ici du coup un couteau qui est conservé au Musée national de céramique, un couteau en partie en argent et avec donc ce manche qui est malheureusement fondu ici en porcelaine de Vincennes, qui date d'environ 1755 et qui se caractérise par ce délicat décor de fleurs tout à fait emblématique, polychrome d'ailleurs, emblématique de ce que produisait la manufacture de Vincennes à cette époque. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec les pièces de forme utilisées au cours des différents repas. Et je vois, voilà, pardon, j'ai une slide qui a sauté. Donc, voilà comment j'ai articulé mon cours. Je vais vous présenter d'abord les formes qui étaient utilisées au cours du premier service, donc un peu l'étape numéro 1 du service à la française. Et ensuite, on va décliner les autres services. Ce soir, j'ai choisi de vous proposer un menu en quatre temps, en 4 services. Le 4e service correspondant au service du fruit au dessert. Donc, on va commencer par le premier service au cours duquel étaient servis les potages, les entrées, les hors d'œuvre. Pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche et pour vous donner un peu des exemples de potages qui pouvaient être servis, le potage étant, le mot potage vient de pot en quelque sorte, donc c'est légumes qui étaient cuits en pot. Je reprends du coup ces menus de choisis. Le 13 janvier 1751, au souper était servi un potage aux oignons. Le 16 janvier 1750, un potage de santé, donc probablement à partir de légumes. Pour les entrées, on pouvait servir par exemple le 5 mai 1757 du jambon, des canetons de Rouen en papillote. Le 14 janvier 1751, de la compote de pigeons au roux. Donc, tout ça, ce sont toujours les entrées. Des membres de poulet aux truffes ou encore des noix de veau à la bourgeoise. Et ce type de mets, justement, ce type d'entrée pouvait être servi dans les terrines, qui est une forme qui apparaît autour de 1700, en tout cas au tout début du XVIIIe siècle, une forme de section plutôt ovale, étendue comme ça, et qui est normalement systématiquement accompagnée d'un plateau, comme vous voyez sur la photo, pour cet exemple qui provient du service à petits vases et guirlandes de Madame du Barry. Et ce qui caractérise aussi les terrines, c'est que parfois, mais pas systématiquement, au XVIIIe siècle, elles pouvaient être accompagnées à l'intérieur d'une doublure métallique, ce qui permettait, quand on voulait servir plusieurs entrées dans la même terrine, si une entrée était… on pouvait juste déplacer la partie métallique et non pas remplir la terrine elle-même. C'est vraiment la partie métallique qui pouvait avoir le contenu lui-même du repas.
Donc ici, c'est le service à petits vases et guirlandes qui a été commandé par Madame du Barry, qui devient à partir de 1769, pardon, la maîtresse de Louis XV. C'est un service qui a vraisemblablement été conçu pour son pavillon neuf de Louvciennes. Non, pardon, c'était bien maîtresse à partir de 1768, excusez-moi pour ce détail, mais en revanche, ce pavillon d'Oulcienne, il devient la propriété en quelque sorte de Madame du Barry à partir de 1769, offert donc par le roi Louis XV à sa maîtresse. C'est un service qui est assez célèbre, dont plusieurs pièces sont conservées, notamment en Île-de-France, au musée du Louvre, au château de Versailles, à Sèvres. Un service pour lequel on dit parfois que c'est l'un des premiers services néoclassiques. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on n'a pas, contrairement à d'autres services qui parfois sont contemporains, les fonds de couleurs, les fonds bleu céleste, les fonds verts, les fonds roses. Là, on est sur quelque chose de plus sobre avec le fond blanc de la pâte de porcelaine tendre qui prédomine. Et on a un plus discret et plus sobre décor qui alterne ces petits motifs d'urnes à lentilles, de petites cassolettes de couleur bleue, avec des petites guirlandes de fleurs polychromes. On pense, et il est possible que le décor de ce service ait été conçu par Augustin de Saint-Aubin à la bibliothèque de l'Institut et conservé plusieurs dessins, plusieurs projets en fait, de services pour Madame du Barry, deux en l'occurrence, deux propositions de décor en lien avec cette commande. Et on voit sur l'une de ces propositions celle qui a finalement été retenue. Et ce dessin, il est attribué à Augustin de Saint-Aubin, donc c'est ce qui permet de le rapprocher de la conception du décor de ce service. Ce service, c'est également un service qui est orné du chiffre de son propriétaire. Je pense que vous voyez sur le plateau, vous devinez un D à l'or et un B réalisé avec des motifs de fleurs pour du Barry. Là aussi, la présence des chiffres, on l'a vu tout à l'heure pour le service de Marie-Caroline de Naples, c'est quelque chose qui s'est développé mais qui n'est pas du tout systématique dans les services de la manufacture de Sèvres. Ce service a été commandé en 1770, livré en 1771 et vraisemblablement utilisé pour la première fois lors de l'inauguration du pavillon neuf de Louvciennes en présence de Madame du Barry et de Louis XV. Il comprenait près de 322 pièces, donc un service quand même assez important. Et vous avez ici la forme de terrine qui est assez emblématique des productions de la manufacture de Sèvres dans les années notamment 70 et 80. Cette forme avec cette forme très déliée où on devine ces motifs de palme qui forment les pieds et qui donnent naissance aux anses. Couvercle également caractéristique sur lequel on retrouve souvent ces motifs d'artichaut, voilà, assez emblématiques qui peuvent ou non d'ailleurs renvoyer au contenu de la terrine. Autre forme qui donc est utilisée au cours du premier service, c'est le pot à oil, dont le nom fait bien sûr référence à l'oil, qui est un mets, un plat qui apparaît en France dans la seconde moitié du XVIIe siècle, dans les années 1760-1770. C'est une sorte de ragoût, si vous voulez, d'origine espagnole, dont le nom d'ailleurs fait référence au mode de préparation, à la marmite olla en espagnol qui permettait de préparer ce ragoût. C'est un mélange de viande et de légumes, on peut imaginer cela, qui était cuit ensemble, préparé ensemble. Voilà, ce type de mets aurait été mis à la mode, notamment par les reines Anne d'Autriche, Marie-Thérèse d'Autriche, donc au cours du XVIIe siècle. Pour vous donner des idées d'oil que j'ai trouvées dans les menus choisis et pour imaginer ce qu'on pouvait voir dans ce genre de pot à oil, le 16 janvier 1750 était servi à Choisy une oil aux lentilles. Voilà, parfois c'est uniquement ce genre de ragoût à base de légumes. Lentilles ici. Le 17 janvier 1751, on avait une faux bonne qui était servie dans la catégorie oil, qui correspond à un potage de légumes avec éventuellement de la viande, mais pas forcément. Le 20 mars 1751, c'était une oil au riz aux écrevisses, donc un mélange un peu étonnant. Et donc, le pot à oil lui-même est une forme qui va donc apparaître dans cette seconde moitié au cours du XVIIe siècle, qui, pour faire la comparaison avec la terrine est de forme plutôt ovale, l'oil a un profil plutôt circulaire. Lui aussi, c'est un petit peu le même schéma d'organisation que la terrine, repose sur un plateau. C'est une forme clairement assez spectaculaire. Il y a un côté très sculptural de ces deux formes, terrine et pot à oil, qui constituent une sorte de décoration de la table. Et là, on le voit très bien avec cette pièce qui provient d'un service offert par le roi Louis XVI à Joseph II, empereur d'Autriche, en 1777.
une pièce en porcelaine dure qui est conservée aujourd'hui au Palais Impérial, la Hofburg à Vienne. Le pot à oil, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, comme la terrine, pouvait abriter une doublure en métal, hein, sur le même principe. Comme ça, on laisse la pièce sur la table, ou en tout cas, on peut transvaser plus facilement le contenu à l'intérieur de la pièce. Cette pièce, elle fait partie d'un service qui avait été offert par Louis XVI au frère de Marie-Antoinette, Joseph II, qui était venu en France, voyager de manière anonyme sous le nom de comte de Falkenstein. Et l'ensemble du service qui avait été offert présentait un fond vert, à l'exception de quelques pièces, dont les 2 pots à oil et les 2 terrines, qui ont suivi ce modèle de décor qu'on dit épi-or. Vous voyez très bien un décor tout à fait spectaculaire où les épis de blé en fait transforment en sculpture, j'ai envie de dire, ce pot à oil. Elle donne naissance à des anses absolument extraordinaires, aussi bien pour le plateau que pour le pot à oil lui-même. Ce qui est intéressant dans ce service, c'est aussi la richesse, donc à la fois du décor sculpté, du décor peint, et du décor sculpté. On a même cette sorte de collier de perles là aussi qui entoure le cartouche central avec un décor de fleurs assez exubérant. Il y a aussi une richesse du décor à l'or qui renvoie aux épis de blé, hein, clairement, et qui donne un caractère très luxueux à cet ensemble de ce service donc offert à Joseph II. Vous voyez, je vous ai dit 2 pots à oil, 2 terrines. Très souvent, les services de la manufacture de Sèvres comprenaient un nombre de pots à oil et de terrines équivalents. Là, je vous renvoie à la composition symétrique de la table. Ça permettait comme ça de structurer de manière symétrique la table. Et c'était souvent 2 pots à oil, 2 terrines qui faisaient partie de ces services. Donc là, vous avez une vue directement de la Hofburg où j'étais cet été. Donc, j'ai pu trouver enfin une photo que je n'avais pas réussi à trouver avant dans de bonnes publications. Je vous présente ici un plat hors d'œuvre. Parce que les hors-d'œuvre pouvaient être également servis à l'occasion du premier service, en début de repas donc. Les hors-d'œuvre, à quoi correspondent-ils? Sont en général des petits plats chauds. En tout cas, c'est quelque chose de faible en quantité, hein, de plutôt menu. Par exemple, le 5 mai 1757, on servait à Choisy au souper des tendrons de veau glacés aux pointes d'asperges, des filets de lapreau à la genevoise ou des filets mignons sauce piquante. Donc, ces recettes constituent des hors-d'œuvre qui pouvaient être présentés dans ce type de plat. Donc là, je vous présente ce plat qui ne fait pas partie d'un service particulier à ma connaissance, mais que je trouve très très beau, qui est conservé au Musée national de céramique, et en fait un plat de dimension assez modeste. Il fait à peu près 25 cm de long, je dirais, donc c'est vraiment une petite pièce. Il est très beau. C'est une forme qui est conçue par Duplessis, et vous avez un léger décor en relief, ce que vous devinez là sur la bordure, sur l'aile de ce plat, qui est agrémenté d'un délicat décor polychrome de fleurs, là aussi assez caractéristique de cette période de production des années 1750 de la manufacture de Vincennes. Et donc voilà, vous avez un décor toujours un petit peu sculptural, mais discret dans la bordure de ce plat à entremets. Le plat à hors d'œuvre, pardon. Plat à hors d'œuvre. Parmi les éléments qu'on disposait sur la table aussi en début de repas, mais qui pouvaient rester pendant plusieurs services, on a notamment les salières, qui étaient donc bien sûr là pour le service du sel, accompagnées ou non d'ailleurs d'une cuillère en métal ou non, ou en porcelaine, pour récupérer le sel qui était à l'intérieur. On pouvait également se servir avec la pointe de son couteau. On a souvent des pièces assez prestigieuses, des écrins pour servir ce sel qui était relativement coûteux. Et donc, c'est vraiment une pièce de choix pour la décoration de la table. Je trouve que cette salière triple, on appelle souvent comme ça, est assez représentative de ces pièces très, très sculpturales là aussi et très décoratives. Et donc, les salières restaient souvent une grande partie du repas sur la table. Et souvent, elles comprennent plusieurs compartiments. Donc, pour du sel, sel-poivre, sel muscade-poivre, sel fin, gros sel, poivre. Donc voilà, on pouvait mettre plusieurs condiments à l'intérieur et donc on disposait plusieurs salières sur la table pour les différents convives. Là, je vous présente une salière triple du service de Madame du Barry, un autre service de Madame du Barry.
le service à ruban bleu céleste, donc lui aussi avec un décor assez simple, agrémenté toujours de ces guirlandes de fleurs polychromes et ce ruban très délicat, ondoyant, qui parcourt la totalité des pièces de ce service, qui a été acquis par Madame du Barry par l'intermédiaire de son chargé d'affaires et marchand mercier parisien Jean-Baptiste Buffo, qui a été livré autour de 1769-1770. Et il faut savoir que Madame du Barry n'a pas gardé ce service, ce qui est bien dommage parce qu'il est quand même relativement délicat et très beau. Et ce qui caractérise cette forme de salière triple, c'est non seulement ces 3 contenants, mais c'est aussi ce nœud qui forme l'anse, très ergonomique aussi. C'est vraiment un objet très facile à utiliser, à déplacer aussi sur la table, à se prêter entre convives, on peut l'imaginer. Donc voilà, là c'est une pièce très, très ornementale et très délicate. Autre pièce également de petite dimension qui pouvait rester un moment sur la table, c'est le moutardier. Donc là, je vous présente une pièce qui provient du service Rose-Chasse de Louis XV. Les moutardiers étaient en céramique, mais pouvaient être aussi en métal, en verre, etc. Et donc, bien sûr, comme leur nom l'indique, servaient à présenter la moutarde, qui était plus ou moins solide, plus ou moins liquide au XVIIIe siècle, pouvait être plus liquide que celle que l'on consomme aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez un petit peu la forme type du moutardier au XVIIIe siècle à la manufacture de Sèvres, mais d'autres manufactures ont aussi utilisé une forme très proche qui évoque les barils. Le baril à l'intérieur duquel était préparé aussi bien la moutarde en l'occurrence. Donc, ça fait référence vraiment au processus de fabrication et de préparation de la moutarde. Parfois, vous avez une encoche, là je ne la vois pas, sur le couvercle de ces petits moutardiers, parce que ça permettait de glisser la petite cuillère et qui permettait de récupérer la moutarde. Le moutardier est souvent, mais pas systématiquement, disposé sur un plateau dont il est dépendant. Donc, en fait, vous avez 2 parties. Le couvercle est amovible, mais le pot lui-même du moutardier est collé en quelque sorte à son plateau. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le moutardier est complètement indépendant de son plateau. Alors, ce service Rose-Chasse, donc là, on est vraiment assez caractéristique des services produits dans les années 1750 à la manufacture de Sèvres, avec justement 1758, c'est le début de la commercialisation du fond rose à la manufacture. Un fond rose assez sublime qui constitue l'écrin d'un décor ici de paysage et avec un décor également d'or assez riche. Jusqu'à la petite fleur traitée en pastillage sur le couvercle. Donc, là aussi, une sculpture en 3 dimensions, traitée complètement dorée. C'est un service qui a été acheté par le marchand Madame Lair, un marchand assez célèbre au XVIIIe siècle, en 1759. Un service qui a été acquis et revendu en fait au roi Louis XV pour son service au château de Versailles, qui a été transféré d'ailleurs à la fin du XVIIIe siècle, en 1787, donc sous le règne de Louis XVI, au château de Rambouillet. Donc voilà, vous voyez un exemple de pièce qui pouvait être encore utilisée tardivement tout au long du XVIIIe siècle. Les assiettes, bien sûr, sont très utiles au cours de ces repas. Pièce essentielle du repas, c'est l'assiette creuse que je vous présente ici, qui est plutôt utilisée lors du premier service, justement parce que dans ces entrées, dans ces oils qu'on pouvait présenter au cours du premier service, on avait parfois des mets et des plats en sauce, en quelque sorte, où il y avait une partie liquide assez importante, donc d'où l'importance de ces assiettes creuses, assiettes à potage, qui donc était utilisée au cours du début du repas. Là, je vous présente une assiette qui fait partie d'un célèbre service commandé par la reine Marie-Antoinette, le service riche en couleurs et riche en or. C'est un service qui a été réalisé en porcelaine tendre, ici en 1784, et la pièce est conservée au château de Versailles, qui conserve plusieurs pièces de ce service. Le service a donc été commandé par la reine en 1784, mais le roi Gustave III, roi de Suède, est venu en visite en France en 1784. Il a visité notamment la manufacture de Sèvres. Et justement, à l'occasion de cette visite, le service qui avait été lancé, ce service pour la reine Marie-Antoinette, va être offert à Gustave III. Et donc, assez rapidement, un second service de même décor, produit la même année, va être produit et réalisé pour la reine Marie-Antoinette. Donc, on a 2 services, si vous voulez, produits la même année, avec le même type de décor, ce qui implique qu'il est difficile aujourd'hui de différencier les pièces qui faisaient partie du service de Gustave III des pièces qui faisaient partie du service de Marie-Antoinette, puisqu'on a plus ou moins les mêmes formes, les mêmes pièces. Il faut savoir également que la comtesse d'Artois va acheter plus tardivement, dans les années 1780, un service avec ce même décor, un décor qui est complètement emblématique de ce goût de la fin des années 1780, avec ces motifs de perles qu'on avait déjà vu dans le service Sterlet Barbeau, ces motifs de rose que vous voyez au centre,
Sur l'aile de l'assiette, vous avez ces motifs de pensée qui sont encadrés donc de perles. Et vous avez aussi la petite frise qui orne l'aile est composée de barbeaux et de roses notamment. Donc là, on a un petit peu le top 3, pensée, rose, barbeau, c'est un petit peu le top 3 des fleurs appréciées dans les décors de fleurs à la Manufacture de Sèvres, en tout cas dans les années 1700-1780. Un décor assez riche, assez luxueux, où il y a aussi une complexité technique dans la réalisation du décor avec des fonds différents. Vous avez des fonds lit de vin. Si vous regardez au niveau de l'aile, en fait, les petits barbeaux et roses sont entourés d'un fond que vous voyez peut-être pas très bien ici, mais qui a une couleur un peu bordeaux. Vous avez des fonds plus rouges autour des pensées et bleus également. Donc vraiment, il y a une grande richesse sur le plan chromatique de ce service qui est aussi assez riche sur le plan de la dorure. C'est un des services les plus assez coûteux qui a été produit à la Manufacture de Sèvres, et notamment en lien avec la richesse de son décor. Un service qui comprenait plus de 300 pièces au total, donc un service assez important. Je vais vous présenter maintenant les services centraux, je dirais, dans le cadre du service à la française. Donc, moi, ce soir, je propose un repas en 4 services. Donc là, je vais regrouper le 2e et 3e service parce que c'était assez complexe en fait de tout diviser. Parfois, certains mets sont servis en 2e ou 3e service. Il y a une sorte d'anarchie. C'est pas toujours strictement régulier et c'est pas strict forcément l'organisation des menus pour les 2e, 3e, enfin en tout cas pour les services centraux. Donc voilà, j'ai décidé de faire un regroupement de ces services centraux. Je vais vous expliquer les mets qui étaient présentés lors de ce 2e et 3e service. Par exemple, les rots, donc les viandes rôties, salades et entremets étaient proposés à ce moment-là. Je trouvais intéressante cette photo qui rassemble plusieurs pièces d'un service là aussi pour Marie-Antoinette qui sont conservées à Waddesdon Manor parce que, donc là on est en 1781, on voit un certain nombre de formes qui sont caractéristiques justement de ces formes qui sont utilisées au cœur du repas, en quelque sorte, aussi bien pour les entremets, les rots. Donc là, on a notamment, pour ce service de la reine Marie-Antoinette, on a des grands plats ovales avec plusieurs dimensions. Il y a 3 tailles différentes, il me semble. J'en vois, oui. On a des grands plats ronds, on a le plat arabe qui permettait d'accueillir des légumes crus ou cuisinés. On a des salières également en partie inférieure, donc ça vous permet de voir une autre forme de salière, ici une salière simple. Vous avez des seaux ici, seaux à verre, 2 seaux à verre en partie supérieure et un seau à bouteille. Donc voilà, on a un ensemble de formes, c'est assez caractéristique de ce que pouvait produire la Manufacture de Sèvres. Vous avez à droite une assiette plate et à gauche une assiette creuse, donc vous voyez un petit peu la différence comme ça de ces typologies. C'est l'un des premiers services commandés par la reine Marie-Antoinette sur lequel on retrouve ces fleurs dont je vous parle, ces roses, ces pensées, ces barbeaux. Donc c'est vraiment les fleurs aussi qui étaient probablement appréciées par la reine pour le décor de ces services. Ce qui est intéressant de ce service, c'est qu'il comprenait 38 formes différentes pour les plats de résistance, les plats centraux si vous voulez, et pour les desserts, pour le service du fruit. Donc ça permet d'avoir avec ce service une bonne vision des différentes typologies utilisées à table et produits pour les services de la Manufacture de Sèvres. À quoi correspondaient les rots? Donc, je vous ai dit, sont ces viandes rôties. Pour vous donner un exemple de rots qui ont été consommés à Marly, par exemple, le 27 avril 1751, pour les rots, on avait des pigeons bardés en caille, on avait des marcassins, du poulet, des lapreaux. On sert aussi, à l'occasion de ces services centraux, les entremets. Là, je vais vous présenter un plat d'entremets du roi, conservé au Musée des Arts Décoratifs. Les entremets sont souvent des plats de légumes. Ça peut être aussi des mets sucrés. Donc, c'est comment dire, le fait de repousser en fin de repas le sucré, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui caractérise plutôt la France, mais qui n'est pas encore systématique au XVIIIe siècle. Donc, on pouvait associer en même temps des plats salés et des plats sucrés. Ça pouvait comprendre ces entremets également des viandes. Quelques exemples pour le souper du mardi 27 avril 1751 à Choisy. On avait en entremets des asperges en bâton, foie gras à la d'Armagnac, des épinards au bouillon, des œufs brouillés aux pointes d'asperges. Donc, pour vous donner un petit peu des idées à quoi les entremets pouvaient correspondre. La pièce que je vous présente est une pièce assez spectaculaire parce qu'elle est, j'ai pas mis les dimensions, ah si, j'ai mis justement plus de 30 cm de diamètre, c'est une pièce assez grande qui fait partie d'un des plus célèbres services produits à la Manufacture de Vincennes à l'époque.
en 1755. C'est le fameux service du roi Louis XV, le service bleu céleste. Là aussi, vous pouvez voir plusieurs pièces de ce service actuellement dans l'exposition consacrée au roi Louis XV au château de Versailles. Donc, ce service, il a été commandé à partir du tout début des années 1750 et livré pour le château de Versailles entre 1753 et 1755. Et il a été utilisé, là aussi, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. C'est en quelque sorte l'un des tout premiers services complets qui a été livré par la manufacture, qui comprend toutes les pièces destinées aux différentes étapes justement de ce service à la française. Il comprenait près de 1800 pièces, le service du roi Louis XV, avec bien sûr dans ce chiffre compris les nombreux biscuits qui pouvaient décorer la table, notamment au niveau du service du fruit, au moment du dessert. Ce service est assez novateur parce que c'est aussi l'utilisation pour la première fois d'un certain nombre de formes qui ont été conçues par Duplessis. Jean-Claude Duplessis, c'est un orfèvre qui arrive à partir de 1748 à la manufacture de Vincennes et qui va concevoir des formes, tout un répertoire de formes qui vont être utilisées jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, mis en œuvre dans les différents services produits par la manufacture de Vincennes puis de Sèvres. Ce qui est assez beau dans ce service, c'est qu'il est sobrement rocaille, je dirais. Vous avez ces motifs très, un peu de palme sur l'aile à nouveau de ce grand plat d'entremets, avec un très léger décor en relief qui se devine sous le fond bleu céleste. Donc une couleur là aussi qui est mise au point par un chimiste, Jean Helot, en 1753, dont le nom fait référence au Céleste Empire, le nom que l'on donnait pour désigner la Chine au XVIIIe siècle, sachant que cette tonalité de bleu céleste, c'est vrai qu'on l'observe dans certaines porcelaines de Chine, qui probablement ont été la source d'inspiration aussi pour tenter de produire cette couleur de fond à la manufacture de Vincennes. Ce qui caractérise ce service, c'est donc ce fond bleu céleste, c'est son exceptionnel décor polychrome de fleurs, parfois d'insectes, et voilà, assez libre, qui se déploie comme ça, qui a l'air jeté comme ça en bouquet au centre du bassin, mais aussi de chacun des cartouches qui décorent les ailes de cette pièce. Et puis, ce qui caractérise aussi ce service, c'est le décor à l'or, à la fois riche, très subtilement travaillé avec une technique de brunissage qui révèle la brillance de l'or, mais qui permet de créer tout un tas de motifs décoratifs au sein même du décor de l'or. Donc, c'est assez luxueux. Et puis, vous avez ces motifs de semi-circulaires, de sequins. Vous devinez des petits cercles comme ça qui encadrent les cartouches sur le bassin, sur le pourtour, pardon, sur l'aile de ce plat. Donc voilà, ça c'est un des motifs caractéristiques du service du roi Louis XV. Dont le château de Versailles conserve aussi un certain nombre de pièces. Vous avez 2 plats également qui sont conservés, exposés au musée de Sèvres. Château de Sèvres. Voilà donc pour ce service célèbre du roi Louis XV. Autre service important, le service de la princesse des Asturies. Donc là, je vous présente un plat ovale, typologie vraiment qui a été utilisée au cours des moments centraux du service à la française. Le service des Asturies, c'est un service qui est commandé par Louis XV, qui était donc en 1773 destiné à être offert à sa petite-fille Marie-Louise de Parme, princesse des Asturies, future reine d'Espagne. Ce qui est intéressant de ce service, c'est que c'est le premier service produit en porcelaine dure. Tout ce que je vous ai montré jusque-là, je crois, était en porcelaine tendre. Donc là, on est sur vraiment, dans les années 1770, le premier service en pâte dure produit à la manufacture. Là aussi, finalement, à l'image du service de Madame du Barry, un petit vase et guirlande que je vous montrais tout à l'heure, on n'a pas de fond de couleur, on privilégie la mise en valeur de la blancheur de la pâte de porcelaine, d'autant plus qu'ici, il s'agit de porcelaine dure. On a un décor assez riche sur le pourtour de ce plat, fait d'or, de guirlandes de roses. On a les tours héraldiques de Castille. Vous avez des motifs de paysage également, des petites scénettes animées de personnages dans les cartouches. Et puis au centre, vous avez le C et le L. L pour le prénom Louise de la princesse et C pour son époux, Charles, futur roi d'Espagne à la fin du XVIIIe siècle. Donc ce service a été, en fait, c'est une commande de Louis XV pour sa petite fille, mais il va vraiment être envoyé sous le règne de Louis XVI à la princesse des Asturies. Et en fait, on va envoyer plusieurs livraisons. Et au final, pour compléter ce service, la princesse des Asturies passera commande à sa propre manufacture, à la manufacture madrilène du Buen Retiro. Donc, ce qui fait que le service des Asturies comprend aussi bien des pièces de la manufacture de Sèvres que des pièces
de la manufacture du bois de Retiro, qui, elles, ne sont pas en pâte dure, mais en pâte tendre. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, il y avait plusieurs centaines de pièces pour ce service, près de 400, alors qu'à l'origine, il n'en comprenait que 200. Donc, il a été vraiment complété, aussi bien avec de nouvelles commandes passées à la manufacture de Sèvres que de nouvelles commandes passées à la manufacture espagnole. Donc, le Musée national de céramique à Sèvres conserve également un certain nombre de pièces qui sont exposées dans les salles. Donc là, je vous présentais ce plat, qui est vraiment une forme caractéristique qu'on pouvait trouver dans ces repas, dans ces services centraux, dans le cadre du service à la française. Je vous présente une autre forme de plat qu'on a vu tout à l'heure pour l'autre service de Marie-Antoinette conservé à Waddesdon Manor. Le service riche en couleurs et riche en or que j'avais évoqué tout à l'heure pour l'assiette creuse. Ici, c'est un grand plat rond, assez joli avec ce galbe sur le pourtour. Voilà, une forme assez grande. La pièce date de 1784 et est conservée au château de Versailles. Donc, on avait vraiment des formes ovales, des formes circulaires, avec des profils différents qui étaient organisés de manière symétrique sur la table, sur les tables royales notamment. Étaient utilisés et disposés sur la table également autour de ces grands plats des saucières. Il faut savoir que les sauces prennent une sorte de développement assez important et une recherche de raffinement dans les sauces au cours du XVIIIe siècle. On va développer des coulis, des jus de viande, des fonds de sauce à partir qui vont concentrer les essences, je dirais, aromatiques des viandes, des poissons, des légumes qu'on va laisser cuisiner longtemps. Le tout étant non pas d'enrober et d'envelopper les aliments au XVIIIe siècle de sauce, mais de révéler et de relever délicatement les mets que l'on servait à table. On ne cherche pas à les masquer de sauce, comme ça pouvait parfois être le cas dans les cycles précédents. La saucière, ici, par exemple, dans cette forme, est souvent une forme très ergonomique. Ici, vous avez un modèle à deux becs. On tenait cette pièce et on pouvait verser d'un côté ou de l'autre. Ici, c'est une pièce qui provient du service du comte d'Artois, en porcelaine tendre, qui date de 1780. La pièce est conservée dans les collections royales anglaises. C'est un service qui se caractérise là par la richesse du fond de couleur, ce fond vert, avec également la richesse du décor des cartouches. Vous avez aussi bien des insectes, on devine un papillon sous l'une des anses ici, mais des oiseaux. Également, il y a une vraie vogue, je vous le montrerai tout à l'heure dans un autre service, pour les décors d'oiseaux, notamment depuis le début de l'histoire de la manufacture, mais dans les années 1780, avec un style un petit peu différent. On s'inspire vraiment de planches, et notamment de planches que je dirais scientifiques. Ici, vous avez un décor qui s'inspire des planches de Martinet. Martinet qui avait conçu un ensemble d'estampes pour illustrer notamment l'ouvrage de Buffon, l'histoire naturelle. Donc voilà, il y a une dimension presque scientifique parfois dans les services qui sont conçus comme ça dans les années 1780-1790, avec ces décors d'oiseaux. Et notamment, souvent, sous les pièces, au revers des pièces, vous avez les noms des espèces animales qui sont représentées, qui sont tirés eux-mêmes des planches gravées, donc de Martinet en l'occurrence. Ici, on a sur cette saucière un pigeon ramier de Madagascar et une perdrix de montagne. Donc voilà, c'est très, très minutieusement inscrit, souvent avec de la peinture bleue au revers des pièces. Au cours du moment central de ce repas dans le cadre du service à la française, on a évidemment l'utilisation d'assiettes plates. Alors, la manufacture de Vincennes puis de Sèvres a produit un grand nombre de formes différentes d'assiettes. Ici, je vous présente une pièce qui provient d'un service important, cette fois-ci un cadeau diplomatique à nouveau, cadeau de Louis XV à l'impératrice Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche. Donc, ce service à ruban vert, qui a été produit donc à la manufacture de Sèvres en porcelaine tendre, qui se caractérise donc par ce décor de ruban vert, le fond vert étant commercialisé à partir de l'année 1756, délicatement restreint dans ses rubans, ondoyant, et puis on a un très riche décor alors, assez épais, assez abondant, retravaillé là aussi, très minutieux, et un très délicat décor de fleurs polychromes qui caractérise ce service. C'est un cadeau qui a été offert dès l'année 1758 par le roi Louis XV dans un contexte de renversement des alliances qui a été orchestré entre la France et l'Autriche. Il y avait un souhait de rapprochement des deux puissances qui étaient longtemps restés ennemis, ce qui va plus loin dans le XVIIIe siècle entraîner le mariage de Marie-Antoinette et de Louis XVI. C'est un service qui comprenait près de 185 pièces
Et là aussi, à nouveau, j'ai pu aller à Hofburg donc, cet été. Donc, je vous montre une des vitrines qui présente plusieurs pièces de ce service à ruban vert. Donc, vous voyez, ça donne une idée aussi du luxe de la table. On a notamment en partie inférieure des beurriers, des beurriers, pardon. Vous retrouvez des seaux crénelés au registre central à droite. Je pense qu'on a un pot à oil, je pense que la forme est plutôt circulaire au centre. Vous avez très bien en registre supérieur, vous reconnaissez le seau à liqueur, donc vous avez les 2 bouteilles qui sont qui basculent, enfin qui sont inclinées parce qu'on imagine qu'elles sont posées sur de la glace un petit peu donc irrégulièrement posées comme ça. Donc, le service, pardon, je reviens juste en arrière. Ce service me permet de vous dire que, effectivement, comme je l'ai dit en introduction, les services de la manufacture de Sèvres ont été vraiment un outil aussi politique, un outil diplomatique. Les rois Louis XV, Louis XVI, et puis plus tard au XIXe siècle, ont utilisé en quelque sorte les productions de la manufacture de Sèvres, pas uniquement les services, mais en tout cas abondamment les services, pour réaliser un ensemble de cadeaux diplomatiques à différentes cours européennes, Danemark, Espagne, etc., en Europe. Donc voilà, on a comme ça aujourd'hui conservé un peu partout en Europe des services qui avaient été offerts déjà au XVIIIe siècle. Ce qui va aussi donner l'idée à d'autres souverains européens de passer des commandes, à l'image de l'impératrice de toutes les Russies, Catherine II, qui, elle, n'a pas reçu de cadeau diplomatique, mais qui va passer commande directement à la manufacture de Sèvres à partir de 1776, d'un service assez exceptionnel. Le service dit au camé, de par son décor de camé que vous voyez sur cette assiette qui est conservée au Musée national de céramique et qui date de 1778. Et le service est en porcelaine tendre. Donc là, vous avez une assiette plate, hein, cette autre forme d'assiette qui pouvait être utilisée plus sobre, hein, je dirais, que l'assiette du service précédent que je vous avais présenté à ruban vert. Là, c'est une forme, Catherine II avait souhaité non pas utiliser les formes conçues par Duplessis dès les années 1750-60, mais utiliser des nouvelles formes pour ce service qu'elle voulait novateur, s'inspirant plus ou moins directement de formes antiques. En tout cas, elle voulait des formes assez épurées, et on le voit très bien sur cette assiette presque géométrique, purement circulaire, qui reçoit un décor avec un fond bleu céleste, couleur prestigieuse, hein, presque référence au service du roi Louis XV, mais en tout cas, voilà, c'était une couleur assez importante de ce point de vue-là, avec un très riche décor peint et doré. On a des fleurs polychromes, dont certaines sont utilisées pour dessiner un E au centre de l'assiette. Vous voyez un E2 pour Ekaterina, Catherine en Russie, avec le 2, donc Catherine II, la couronne de palme, et puis une couronne impériale qui trône au-dessus du E de l'impératrice. Vous avez un bandeau bleu céleste sur l'aile de l'assiette, rythmé à la fois d'un riche décor de palmes, d'entrelacs dorés, et puis ces petits motifs circulaires qui évoquent des camées des collections royales notamment, mais on a une sorte d'effet trompe-l'œil dans cette peinture qui cherche à imiter les camées, qui sont ces pierres dures antiques qui étaient très collectionnées par Catherine II, mais aussi par les rois de France, etc. Donc il y a un petit côté antiquisant de ce service qui était vraiment un souhait de Catherine II, grande amateur d'art, grande collectionneuse, grande passionnée par la culture française, et qui donc voilà, avait souhaité commander directement à la manufacture. Alors, elle était passée par l'intermédiaire de son conseiller pour ce service, le prince Potemkin, qui lui-même s'était adressé à l'ambassadeur de Russie en France, le prince Pariatinsky. Donc, elle avait eu plusieurs intermédiaires ne pouvant être sur place à Sèvres. Mais voilà, elle avait eu ces intermédiaires. Elle suivait quand même de très près cette commande. Assez novatrice, et donc qui cherchait vraiment à s'inspirer de modèles antiques. Le service comprenait plus de 700 pièces. On avait également aussi bien des pièces des premiers services que des pièces pour le service du fruit, donc ça couvrait les différentes étapes du service. On avait aussi, pour compléter ce service, des pièces de service à thé et café. Donc voilà, et plusieurs biscuits accompagnés également, nouvellement créés ou anciennement créés. Il y avait des modèles anciens et des modèles plus récents qui avaient complété ce service. Pour la dernière demi-heure, je vous propose de passer au dessert, au 4e service, en tout cas ce service qu'on appelle le service du fruit au XVIIIe siècle.
Le service du fruit, il porte bien son nom, puisqu'en fait, on consommait le fruit un petit peu dans tous ses états, mais pas que. On consommait des fruits frais, des fruits confits, ce qu'on appelle des confitures sèches au XVIIIe siècle, qui désignent des pâtes de fruits, des gelées, des marmelades, des compotes, des crèmes et des fromages frais également étaient consommés, des glaces, ça, je vais vous parler des glaces tout à l'heure, des sorbets, des pâtisseries sucrées. Je précise parce qu'il y avait aussi des pâtisseries salées qui pouvaient être consommées à d'autres moments du repas, donc les pâtisseries sucrées, des biscuits, des gaufres, des sucreries, tout ce que vous voulez. C'est en tout cas une caractéristique proprement française qui émerge véritablement dès le XVIIe siècle par rapport au reste de la cuisine internationale, de repousser en quelque sorte vers la fin du repas les mets plutôt sucrés. Ça va être plutôt la caractéristique de la France qui fait qu'on va se distinguer du reste de la cuisine internationale, donc en privilégiant le sucré en fin de repas. Donc, ces différents mets vont être abrités là aussi dans différentes formes, parmi lesquelles le compotier. Donc là, je vous présente à nouveau une pièce du service de la princesse des Asturies, donc cadeau de Louis XV, mais véritablement envoyé sous le règne de Louis XVI, service en porcelaine dure, donc ici une pièce qui date de 1774, conservée au Musée national de céramique. Le compotier coquille, c'est cette forme assez emblématique qui va être déclinée et copiée dans d'autres manufactures et qui porte bien son nom puisqu'il s'inspire en quelque sorte d'une coquille Saint-Jacques, une forme assez délicate, toujours produite d'ailleurs à la manufacture. Et on retrouve ici l'organisation du décor de ce service, le C et le L au centre, le pourtour richement doré avec les tours de Castille et puis les petits cartouches avec des paysages animés de personnages. Donc, les compotiers abritaient les fruits en morceaux, les fruits un peu sous différents états, sous l'état de compote aussi. Vous pouvez accueillir aussi d'autres mets, hein, donc c'est vraiment assez polyvalent, je dirais, comme forme, des crèmes également. Et là, je vous présente le compotier coquille, mais on avait différentes formes. Ici, vous avez par exemple le compotier carré. Donc, en fait, on a des compotiers ronds aussi, il y a une assez grande variété de formes. Ici, c'est le service, c'est l'un des services dits aux oiseaux buffons, dit service Buffon. Celui-ci, donc, je vais vous expliquer pourquoi je dis l'un des services aux oiseaux buffons tout de suite. Celui-ci, il était en pâte tendre, il a été réalisé en 1784. Il est conservé au Musée des Arts décoratifs. Il se caractérise donc par ce décor d'oiseaux, aussi bien au centre que sur le pourtour, sur les cartouches qui décorent le pourtour de cette pièce. Vous avez aussi des imitations de camées, de profils de visage sur le pourtour. Il faut savoir en fait qu'à la manufacture de Sèvres, on va produire une quinzaine de services qu'on appelle aux oiseaux buffons. Il y a eu une exposition il y a plusieurs années au musée Camondo et un petit catalogue qui revient justement sur l'histoire de ces différents services, qui présentent des variantes, pas toutes exactement la même organisation du décor, pas toujours ce fond vert que vous voyez ici autour des oiseaux, fond vert taillandier, œil de perdrix, pardon, mais ils partagent en tout cas ces motifs d'oiseaux qui reprennent justement des estampes de François-Nicolas Martinet, dont je vous parlais tout à l'heure, ces estampes destinées donc à l'histoire naturelle de Buffon, qui était paru entre 1771 et 1786. Donc, on a une quinzaine de services aux oiseaux buffons qui ont été produits entre 1779 et 1796, et donc qui présentent toutes des variantes avec des choix d'oiseaux un petit peu différents. Et vous avez, comme finalement la pièce du service du comte d'Artois que je vous ai présenté tout à l'heure, les noms aussi des oiseaux qui sont inscrits au revers des pièces. Autre pièce qui pouvait figurer sur la table, c'est le confiturier. Donc, je vous ai parlé de ces confitures qu'on pouvait trouver sur la table au moment du service du fruit. Le terme de confiturier est plutôt postérieur au XVIIIe siècle. On l'utilise moins au XVIIIe siècle. Et il faut imaginer que ça ne correspond pas forcément aux confitures qu'on consomme aujourd'hui. Ça peut être aussi des pâtes de fruits, des choses comme ça, des confitures plus ou moins liquides. En tout cas, l'état n'est pas forcément exactement le même que nos confitures. En tout cas, c'est un mélange à base de fruits associé à du sucre. Je vous présente ici une pièce qui fait partie d'un service qu'on dit service de Bonnie de Casselane, parce que ce service aurait appartenu à Bonnie de Casselane et à Anna Gould au début du XXe siècle. Il aurait été notamment au Palais Rose. C'est un service qui, au XVIIIe siècle, a probablement, donc c'est un service qui est vraiment fin du XVIIIe siècle, il a probablement été acquis par la maison Le Mercier et compagnie,
Donc, c'est tous les seuls éléments que j'ai pu retrouver sur l'historique de ce service, qui est un décor assez simple finalement. On est assez caractéristique de cette toute fin du XVIIIe siècle à la manufacture, avec ces motifs de fleurs, ces motifs de médaillons un peu stylisés. Je vous présente la pièce déclinée ouverte pour que vous compreniez bien comment fonctionnaient ces pièces qu'on appelle ces confituriers. Vous avez souvent une sorte de bateau, hein, en forme de bateau ici, auquel étaient associer 2 ou 3 pièces, 2 ou 3 contenants qui sont souvent solidaires du plateau. Vous avez un petit bol central qui était amovible, qu'on pouvait détacher de cet ensemble, remplir de confiture, puis replacer sur le contenant principal, et puis on pouvait refermer cela par un couvercle. Donc en fait, vous avez plein d'éléments. Cet objet-là que je vous présente devant vous, il y a 2 couvercles, les 2 bols intérieurs, si vous voulez, plus la partie inférieure. Donc ça fait plein d'éléments pour composer ce compotier. Le sucrier est également une pièce qui figure sur la table au moment du service du fruit. Alors, on distingue souvent sucrier de pot à sucre. Les pots à sucre, c'est plutôt des petits pots qui vont faire partie de ce qu'on appelle les déjeuners. J'y reviendrai la semaine prochaine pour le cours sur le thé, le café et le chocolat. Les déjeuners sont ces ensembles de pièces associant tasses et soucoupes, pots à lait, théières et plateaux, et qui permettaient de consommer les boissons chaudes appréciées au XVIIIe siècle. Et donc, pour ces ensembles, on utilisait souvent des petits pots à sucre de modeste dimension. Les sucriers sont souvent un peu plus grands, souvent de forme ovale d'ailleurs, mais pas toujours. Et donc, voilà, on adopte plutôt le terme de sucrier pour ces objets qu'on trouvait vraiment sur la table au moment du service du fruit. Le sucre, c'est quand même un mets assez coûteux au XVIIIe siècle. On va importer ces sucres de canne qu'on consomme à cette époque-là, qu'on va importer des colonies françaises, des Antilles françaises. En fait, il faut imaginer qu'on consomme le fruit sous la forme d'un pain de sucre. Donc, un pain de sucre qu'on va casser en plusieurs morceaux à l'aide de pinces casse-sucre pour obtenir des morceaux, bien sûr, irréguliers de sucre. Et donc, ce sont des morceaux qu'on pouvait placer à l'intérieur de ces sucriers. On pouvait également placer de la poudre de sucre, du sucre en poudre, qu'on allait écraser, par exemple, réduire pour obtenir un état de poudre. Je vous présente ici un autre service de Madame du Barry, décidément à l'honneur ce soir, le service dit aux amours, qui est un service livré et acquis en 1770, qui porte son nom en lien avec son décor, bien sûr, un décor dans lequel vous voyez des cartouches avec ces enfants, ces amours. Vous avez aussi des trophées de musique, etc., des trophées décoratifs, et ce fond bleu qui agrémente également le reste de la pièce. C'est un service qui a été utilisé par Madame du Barry à Versailles, puis à Lucienne. Et on a ce fond bleu pointillé qui est assez caractéristique. Autre forme sur laquelle je voulais revenir, c'est bien sûr le seau à glace, dans lequel on va placer vraiment la glace, le mets glacé qu'on apprécie beaucoup au XVIIIe siècle. Alors, quelques mots sur la glace au XVIIIe siècle. C'est un mets particulièrement apprécié au XVIIe, mais également au XVIIIe siècle. Il y a vraiment un engouement de la haute société, hein, clairement, parce que c'est quelque chose de compliqué à fabriquer, ces sorbets, ces glaces au XVIIIe siècle. Je ne reviens pas sur les étapes techniques de la fabrication de la glace aujourd'hui, mais voilà, c'est en tout cas un produit assez coûteux et luxueux. D'où les écrins, comme vous voyez celui-ci, très luxueux, qui pouvait abriter cette glace, réservée donc à une certaine élite sociale. En fait, les glaces qui sont consommées au XVIIIe siècle, il y a différentes sortes, mais souvent c'est un mélange à partir de fruits, de crème, parfois enrichi de crème, parfumé au chocolat, au café. Les textures, les goûts sont très variés. On voit dans les textes anciens, dans les recueils anciens, des noms comme fruits glacés, neige, mousse, fromage glacé. Donc tout ça désigne des glaces qui vont avoir des textures et des compositions un petit peu différentes. Les fruits glacés, ça correspond plutôt à nos sorbets. Les goûts que j'avais relevés étaient les parfums citron, cédrat, pomme, poire, pêche, abricot, etc. On trouve des goûts tout à fait qui restent tout à fait appréciés aujourd'hui. On a également, pour les neiges, il faut imaginer que les neiges, c'est quelque chose encore un peu plus léger, un sorbet léger avec une texture un petit peu molle. Le nom de neige est assez évocateur. Les mousses glacées sont souvent des crèmes fouettées en mousse, en fait, hein, donc assez légères, qui sont à base d'un mélange de crème, de sucre,
parfumés, tantôt au chocolat, au café notamment. Et les fromages glacés, alors là, c'est quelque chose d'un peu plus consistant, plus solide en quelque sorte. C'est un mélange de crème, d'œufs, de sucre moulé pour adopter une forme. Donc, on a des moules en forme de fruits, de fleurs et les parfums que j'avais trouvés pour les fromages glacés qui étaient souvent servis dans des assiettes, eux, pour le coup, et pas les tasses à glace que je vais vous montrer tout de suite. Les parfums que j'avais vus, c'était plutôt pistache, chocolat, café, vanille, cannelle, etc. Donc ici, vous avez un seau à glace d'une pièce qui est conservée en collection particulière qui fait partie du service Arabesque, un service assez célèbre qui a été réalisé pour le roi Louis XVI dans les années 1780, un service en porcelaine dure, qui finalement ne sera pas livré au roi Louis XVI, qui va rester un temps dans les magasins de la manufacture de Sèvres et qui sera utilisé beaucoup plus tardivement, à partir de 1795, par le comité de salut public, comme cadeau diplomatique, en fait, à l'attention d'un ministre, von Hardenberg, monsieur von Hardenberg, qui était ministre d'État du roi de Prusse, notamment négociateur pour la Prusse dans le cadre du traité de Bâle, donc à la fin vraiment du XVIIIe siècle. Donc, en cadeau, on avait récupéré ces pièces de ce service arabesque qui porte son nom en lien avec les décors qui s'inspiraient notamment de certaines estampes reprenant des décors des loges du Vatican. Donc, il y avait un décor pseudo-antique. Ce motif d'arabesque est assez emblématique des arts décoratifs, vraiment dans les années 1780-1790. Ce service se caractérise aussi par une grande richesse de décors polychromes et vraiment une grande délicatesse des décors. Il y a une grande diversité de motifs sur les différentes formes qui sont nouvelles, qui ont été aussi conçues par un architecte. C'est vrai qu'il y a un côté presque architectural à cette forme, l'architecte Lemasson. Il y a une publication qui est sortie récemment sur Lemasson et qui revient sur ses créations architecturales, mais aussi sur la création du service dit Lemasson ou arabesque. Et donc, comment fonctionnaient ces seaux à glace? Alors, il faut imaginer que devant vous, vous avez 3 parties. Vous avez la partie inférieure qui s'arrête à peu près, c'est difficile à voir, mais au-dessus des têtes de lion, à peu près. Donc, dans cette partie inférieure, vous placiez de la glace. Ensuite, vous avez un bol central qui doit correspondre à la frise, comment la décrire, cette frise de palmette, vert, bleu, qui alterne comme ça, à l'intérieur de laquelle était vraiment placé, donc dans ce bol central, le mets glacé. Et ensuite, vous aviez le couvercle. Donc là, vous voyez très bien le couvercle, il est à haut rebord, il est orné d'une poignée qui se termine comme un jet d'eau, en quelque sorte, parce que dans ce couvercle, on plaçait également de la glace. Donc, vous aviez le mets glacé renfermé entre 2 couches réfrigérantes, un petit congélateur portatif, en quelque sorte, si vous voulez. Et la glace était comme ça, bien conservée, pouvait rester assez solide un certain temps, puisqu'elle était justement entre 2 couches de glace elle-même. Ce qui est assez fantastique avec cette forme, c'est ce jet d'eau justement du couvercle qui évoque le fait que la glace qui était dans ce couvercle, progressivement, elle fondait. C'était un petit peu un signal aussi qui disait plus la glace devenait liquide, plus il fallait se presser pour consommer le mets qui était conservé à l'intérieur de ces magnifiques glacières. Alors, ces glacières n'étaient pas disposées sur la table. Il faut imaginer qu'on a des buffets, par exemple, à proximité de la table où figurent les convives et que les domestiques vont prendre les tasses à glace, ce que je vais vous montrer tout de suite, à l'intérieur desquelles ils vont placer la glace conservée dans les glacières et ils vont verser ça dans les tasses à glace et apporter sur un plateau, comme vous le voyez pour le service Razumowski, apporter sur un plateau et distribuer les différentes tasses à glace aux différents convives. Donc, les tasses à glace, elles sont ici d'une forme assez emblématique. C'est une typologie de forme vraiment beaucoup utilisée à la manufacture de Sèvres pour la typologie de la tasse à glace, même s'il existe d'autres formes. Vous avez une anse latérale que vous voyez sur certaines des pièces qui sont devant vous. À l'intérieur des tasses à glace, qui sont des petits objets qui font à peine pas une dizaine de centimètres, vous avez un contenant très petit. Parce que la glace est un mets luxueux, parce qu'il y a des textures plus molles, comme je vous le disais tout à l'heure, qui fondaient relativement vite, c'est tout à fait logique d'avoir des contenants assez petits. On voit dans des documents, dans les recueils de recettes et dans des documents anciens, comment pouvait être disposé et comment il fallait disposer à l'intérieur des tasses à glace le mets glacé.
je crois que c'est dans le Canaméliste français, il est expliqué qu'il faut prendre une grande cuillère afin de former une boule de glace qui a presque une forme d'œuf, imaginez une forme un peu étirée comme ça, ovale, et qu'on glissait avec cette grande cuillère à l'intérieur des tasses à glace. Et le mets glacé consommé dans cette tasse à glace pouvait être mangé à l'aide d'une cuillère, bien directement léché. Donc, en fait, vous avez un peu l'ancêtre du cône devant vous dans ces petites tasses à glace. Ici, c'est le service Razumovsky, qui est un service en pâte tendre qui a été réalisé dans les années 1760. Vous avez un ensemble de pièces, de tasses à glace et un plateau conservé ici à Waddesdon Manor qui conserve, si ce n'est la totalité, une grande partie du service Razumovsky, qui a été réalisé et commandé par le comte Cyril Razumovsky, qui était un des favoris de la tsarine Élisabeth II et de la tsarine Catherine II. Donc un noble russe francophile, lui aussi, comme Catherine II, président de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg depuis 1746. Il avait un cuisinier français chez lui, donc voilà, on a vraiment des amateurs de culture française. Et il avait été commandé à l'issue de son grand tour, qu'il avait notamment réalisé en Europe au cours des années 1760, grand tour qu'il avait terminé justement par la France. Donc ce service, à l'image du service de Catherine II, même si le service de Catherine II est un petit peu plus tardif, 10 ans plus tard, il présente aussi un fond bleu céleste avec un riche décor doré et là aussi un décor ornithologique, un décor d'oiseaux qui parcourt la totalité de ces pièces. Cette fois-ci, les estampes qui ont été utilisées ont été publiées dans d'autres ouvrages que celui du comte de Buffon, notamment The Natural History of Birds et Gleanings of Natural History de George Edwards. Donc, on est vraiment sur d'autres sources que les sources qu'on connaît souvent de l'ouvrage de Buffon. Parmi les décorateurs et les peintres qui ont participé à la réalisation de ce service, on a certains des plus grands peintres d'oiseaux à la manufacture de Sèvres, bien sûr Étienne Evans, Chapuis, Aloncle ou Louis-Denis Armand également, qui font partie donc, de ces peintres qui se sont spécialisés dans ces motifs d'oiseaux, motifs ornithologiques. Selon l'organisation des ateliers de peinture à la manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle, les peintres étaient en général spécialisés dans la réalisation d'un certain motif. Là, le service Razumovsky était plutôt un service à dessert pour une vingtaine de convives et il comprenait un peu plus d'une centaine de pièces pour justement ce service du fruit. Je voulais vous montrer aussi une assiette d'un autre service à dessert, le service du prince de Rohan-Guéméné. Pour vous dire aussi qu'au XVIIIe siècle, les assiettes qu'on utilise au moment du dessert du service du fruit ne sont pas forcément des petites assiettes comme on le fait aujourd'hui, et qu'au contraire, on peut avoir des assiettes de taille, je dirais, grande, à l'image des assiettes utilisées au cours des services centraux. Là, je vous présente donc à nouveau un service à fond bleu céleste des années 1770. Donc, le fond bleu céleste a vraiment été très apprécié par un certain nombre de princes français et européens. Ce prince de Rohan-Guéméné, il est ambassadeur extraordinaire en Autriche entre 1772 et 1774. C'est un prince qui tombera en disgrâce après la mort de Louis XV, qui sera nommé cardinal en 1778. Donc, on parle souvent du prince cardinal de Rohan. Il sera évêque de Strasbourg et du Saint-Empire en 1779. Il va être également impliqué dans l'affaire du collier de la reine, plus ou moins à ses dépens, qui va être à l'origine d'un de ses surnoms, le cardinal Collier. Et il a commandé ce très beau service à dessert avec ce fond bleu céleste au niveau de l'aile. On retrouve le chiffre du prince, en quelque sorte, si vous voulez, le LPR pour Louis, prince de Rohan. Vous avez des motifs d'oiseaux dans les cartouches au niveau de l'aile et donc un décor alors assez abondant. Ce service, à l'image du service à petit vase éclairante de Madame du Barry, fait partie des services qui ont été également très copiés dans des manufactures anglaises ou dans d'autres manufactures. Donc, il y a également beaucoup de faux qui circulent sur le marché. Donc, voilà, c'est un service qu'il faut surveiller parce que voilà, c'est un service qui a beaucoup été imité, qui a eu beaucoup de succès, même après le XVIIIe siècle, je dirais. Ici, vous avez un décor qui a été peint par Chapuis, donc ce peintre que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, c'est une forme d'assiette. Comme ça, vous aurez vu ce soir plusieurs types de formes d'assiettes produites à la manufacture de Sèvres. Celle-ci est dite assiette à palme, avec ces motifs de palme qu'on voit très bien au niveau de l'aile de cette assiette. Pour finir, je vais parler d'une boisson qui était notamment consommée au moment à la fin du repas.
le punch, avec 2 objets que je vous présenterai autour de cette boisson, la jatte à punch bien sûr, et puis le mortier à punch. Le punch, c'est une boisson très à la mode dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui est plutôt d'origine anglaise, vraiment plutôt servie en fin de repas, qui a connu une vogue assez exceptionnelle en France dans la seconde moitié du XVIIIe. Il était fabriqué notamment avec du thé, du citron, du sucre, du rhum. Une boisson qui était de plus en plus appréciée, le rhum, au cours des XVIIe et des XVIIIe siècles. C'est en quelque sorte une eau de vie, faite à base de sucre de canne. Et les Anglais, en fait, ont été les premiers à importer cette boisson en Europe depuis les Caraïbes. Et c'est aussi pour ça que ce sont les premiers à avoir développé cette boisson et à l'avoir appréciée et à l'avoir lancé la mode de cette boisson. Donc voilà, ils importaient le rhum des Caraïbes, de ces îles où le sucre, finalement, le sucre de canne avait été implanté massivement. Donc, pour la consommation et la préparation du punch, on utilise la jatte à punch pour le service, en l'occurrence, c'est le mortier à punch que je vous présenterai après. Donc, souvent, ils fonctionnent ensemble. Ici, vous avez une pièce assez exceptionnelle qui avait été achetée en 2011 par le château de Versailles, du service du roi Louis XV, pour trouver ce fond bleu céleste, ce motif exceptionnel de décor polychrome associant fleurs et fruits ici, et ce motif d'or qui court à la fois à l'extérieur de la pièce, mais également, vous le voyez, à l'intérieur, sur la bordure intérieure de la pièce. Et on retrouve ces motifs de sequins, là, presque semi-circulaires, sur le pourtour du cartouche de cette pièce. Il faut imaginer aussi que le punch étant une boisson plutôt nouvelle, en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on crée ces nouvelles formes à la manufacture de Sèvres, de jatte à punch, pour pouvoir servir cette boisson. Donc là, c'est une forme qui avait été créée par Jean-Claude Duplessis. Vous avez un décor peint par Armand Lejeune, peintre de fleurs. Et donc souvent, les jattes étaient naturellement associées à des mortiers à punch. Et là, du coup, c'est la dernière pièce que je vous présenterai ce soir, qui fait partie d'un des plus exceptionnels services produits à la manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle, le service méthodologique de Louis XVI. Donc là, c'est une pièce qui est conservée dans les collections royales d'Angleterre, qui conserve l'essentiel en tout cas un très grand nombre de pièces de ce service. Service commandé par Louis XVI, produit dans les années 1780 jusqu'au tout début des années 1790. Louis XVI étant lui-même impliqué dans la création de ce service, dans la conception notamment du programme mythologique assez complexe, assez intellectuel de ce service, qui se caractérise par ce fond bleu, beau bleu, intense, un décor alors aussi très riche, très finement travaillé. Là, je pense que vous voyez assez bien le cadre en quelque sorte de ce cartouche central. On voit des motifs là aussi circulaires. Donc, c'est toute la technique du brunissage à effet, pour être précis, qui permet de retravailler l'or et de créer tout un tas de motifs décoratifs très, très riches et très subtils. On a aussi un décor complexe sur le plan de la réalisation du décor, puisque vous avez une qualité exceptionnelle de décor peint, des nuances très, très fines et très délicates. Donc, il faut imaginer des étapes successives de cuisson pour la réalisation de ce service qui devait comprendre un peu plus de 350 pièces, 362, j'avais noté. Donc là, le mortier, c'est une pièce assez spécifique. C'est ce qui permet en fait de préparer les ingrédients nécessaires à la préparation du punch. Il est en général donc, de cette forme, avec un bord, vous voyez, assez large, pour éviter les débordements, si on a des choses qui ressortent, puisqu'on écrase des matières pour éviter les projections, ou les récupérer. Et on a en fait un fond, en général, dans les mortiers à punch, qui est assez épais, justement pour supporter les coups, qui ne devaient pas non plus être extrêmement violents, puisque la pièce est quand même en porcelaine. Donc, on a un fond plus épais pour cette forme. On pilait les épices, les aromates qui étaient ensuite mélangés à l'alcool, au rhum, et qui parfumaient justement la boisson. Donc, on connaît plutôt les mortiers à punch en porcelaine peinte. C'est plutôt ce matériau qui a été utilisé pour cette forme. Donc voilà, il est plus évasé vers le rouge, ça je vous l'ai dit. Voilà.
Donc, je vais m'arrêter ici sur cette pièce assez exceptionnelle. Pour conclure, vous dire qu'effectivement, on voit la richesse et la complexité du service à la française, toutes ces étapes, du coup, la diversité des formes qui sont créées pour répondre et accueillir les différents mets, et comment la manufacture de Sèvres a su divinement, je dirais, de manière assez exceptionnelle, répondre à cette organisation du service à la française en créant un certain nombre de services. Là, je pense que je vous ai un peu présenté la crème de la crème, les services destinés aux têtes couronnées, à des princes français, européens au XVIIIe siècle, qui était d'un luxe et d'un raffinement inouï. Donc, on imagine vraiment le raffinement des tables françaises et européennes ornées de services en porcelaine de Sèvres au XVIIIe siècle. Voilà, Cécile, j'ai terminé. Eh bien, bravo et merci, parce que c'est vrai qu'on était transportés dans un lieu de luxe absolument extraordinaire, un raffinement qui devait être très agréable à vivre. Parce que finalement, on se servait vraiment très bien de tous ces objets. Ah oui, oui, le principe, c'est que ce soit des objets utilitaires, absolument. Oui. Alors moi, la question que je me posais, c'est avec les assiettes en porcelaine tendre, finalement, celles que l'on retrouve, elles ne sont pas rayées. Alors, si, elles sont rayées. En tout cas, moi, j'en manipule souvent pour les collections du Musée national de céramique à Sèvres, et les assiettes en porcelaine tendre, si, sont souvent rayées. Les mailles étaient souvent rayées. Ah oui. En tout cas, souvent, elles sont abîmées. On voit plein de micro ou plus grandes rayures. Mais on n'utilisait quand même pas trop souvent le couteau, si Ça dépend au moment du dessert, moins, effectivement. Mais si on mangeait de la viande, on pouvait utiliser le couteau. Vraiment, l'utilisation couteau-fourchette, ça se développe considérablement. C'est très fréquent au XVIIIe siècle, seconde moitié du XVIIIe notamment. Donc, si. Ah oui, d'accord. Bon. Après, ça dépend du métal de la lame, mais Oui. on voit les usages sur ces pièces de service, clairement. Oui, d'accord. Alors, quelqu'un demande si le punch était préparé devant les convives et si le mortier est utilisé en cuisine ou transvasé dans la jatte pour le service. Alors, je pense que les deux cas de figure existaient. Ça dépend du moment, ça dépend de la nature du repas, mais quand on voit un mortier à ponche comme ça, j'ai du mal à imaginer qu'il était seulement utilisé par les domestiques pour aller se cacher en cuisine. Après, il pouvait être utilisé et préparé par les domestiques devant tout le monde. C'est quand même une pièce d'un grand luxe. Il y avait un côté, c'est une mode, donc je pense qu'il y avait un côté curieux, une curiosité d'observer les gens préparer le punch. C'est quand même un peu nouveau comme boisson, donc moins à la fin du XVIIIe siècle, effectivement, mais quand même, je pense que ça pouvait être, les deux cas de figure étaient possibles. De même, on le voit parfois pour les chocolatières, il y a des pièces qui sont très robustes, très simples, très pratiques, et puis il y a des pièces qui sont plus luxueuses parce que c'est une vogue de ces boissons un peu luxueuses, un peu exotiques. Il y a un engouement là-dessus, donc on pouvait s'amuser à préparer, soit les domestiques pouvaient le préparer eux-mêmes devant les convives, mais parfois le maître de maison, l'hôte pouvait lui-même s'amuser à faire sa préparation avec ses convives, pour des repas plus intimes, par exemple. Et alors, la fabrication des glaçons, c'est dans les glacières, en fait. Alors, la fabrication des glaçons. Oui. Alors, pour les glaçons dont on avait besoin pour rafraîchir les verres, pour faire le mets glacé lui-même, on récupérait souvent de l'eau gelée en hiver sur les lacs, par exemple, les rivières, qu'on allait stocker dans ce qu'on appelle des glacières également, c'est-à-dire, imaginez des puits creusés dans le sol, dans lesquels, donc, qui permettaient de préserver une température fraîche. On stockait de la glace comme ça, et on couvrait de couches, par exemple, de paille, en tout cas d'un matériau qui permettait d'isoler. Et comme ça, quand on avait besoin de glace en été, on arrivait à récupérer, ils arrivaient à conserver, à stocker de la glace. Si le sujet vous intéresse particulièrement sur les glacières, les glaçons, etc., Stéphane Castelluccio avait publié il y a quelque temps un ouvrage sur l'eau, la lumière. Il revient sur plusieurs aspects comme ça, l'eau, la lumière et je ne sais plus quoi. Et il évoque où est-ce qu'on puisait l'eau, liquide ou à l'état solide, comment on stockait également la glace au XVIIIe siècle. Oui, parce que les glacières existent encore dans certains domaines. Absolument, oui, tout à fait. Et en fait, on voit des photos dans cet ouvrage de glacières. Donc, c'est assez intéressant, ça permet de dire. À Sceaux, on connaît encore l'endroit exact où elle était. Je crois qu'à Rambouillet, il y en a encore aussi. Oui, on en connaît encore. Oui. Et alors, attends, il y a quelqu'un qui demandait la différence entre porcelaine tendre et porcelaine dure.
Alors, En donc 3 là, vous avez minutes. en 3 minutes, c'est ça, je suis désolée de ne pas l'avoir défini. C'est toujours difficile de savoir le public qu'on a, donc j'avais fait le choix de ne pas le définir. La porcelaine chinoise, qui est importée en Europe au XVIIe, XVIIIe siècle, elle comprend un matériau, une argile pure, blanche, le kaolin. Et ce kaolin, c'est ce qui permet de faire de la porcelaine chinoise, qui correspond à la recette de la porcelaine dite dure. Je vais expliquer après pourquoi on dit dure. Donc la porcelaine chinoise avec le kaolin, c'est de la porcelaine dure. En France, par exemple, mais aussi en Europe, on a été fasciné par ce matériau qu'on a donc importé, comme je vous disais, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Sauf que, pas de chance, on n'avait pas la recette des Chinois, donc on ne savait pas comment faire. Donc, on a essayé de trouver des recettes qui varient d'une manufacture à l'autre. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Il y a des sédiments, des matériaux calcaires, etc. Des recettes diverses pour imiter, tant bien que mal, la porcelaine chinoise, mais sans avoir de kaolin, parce qu'on ne savait pas qu'il fallait forcément du kaolin. Donc, c'est ce qui fait que toutes ces recettes correspondent à la porcelaine tendre. C'est une pâte qui va se vitrifier à la cuisson, qui a l'aspect presque vraiment assez proche de la porcelaine chinoise. C'est blanc, un petit peu moins blanc que la porcelaine chinoise quand même, mais c'est plutôt blanc, c'est translucide, etc. Donc voilà, on va essayer d'imiter cette porcelaine chinoise en créant cette porcelaine tendre qui n'a pas les caractéristiques physico-chimiques exactes de la porcelaine dure chinoise. Pourquoi porcelaine tendre, porcelaine dure? La porcelaine, donc pour plusieurs raisons. En fait, les deux recettes ne cuisent pas exactement aux mêmes températures et surtout, c'est des histoires de température de fusion d'émail. Et l'émail de la porcelaine tendre est plus fragile, plus fusible également à la cuisson que l'émail de la porcelaine dure. C'est pour ça que les assiettes en porcelaine tendre dont je parle avec Cécile tout à l'heure, elles sont rayées parce que une lame de couteau en acier va rayer l'émail d'une porcelaine tendre, d'une assiette en porcelaine tendre, ce qui va être moins le cas, ce qui ne va pas être le cas de la porcelaine dure. Donc c'est vrai, quand on regarde les assiettes en porcelaine dure, elles présentent moins de rayures. Voilà, donc c'est porcelaine tendre, porcelaine dure. C'est pas parce que la pâte est tendre et que l'autre est dure. Tout est dur quand on les touche, je vous rassure, les porcelaines sont dures. Mais c'est vraiment cette notion de fusion, de température de fusion à la cuisson qui présente plus de fragilité du côté de la porcelaine tendre. La porcelaine tendre également, qui a comme caractéristique de moins supporter les chocs thermiques. Si vous versez une eau bouillante pour boire un thé dans votre porcelaine tendre, elle risque davantage de s'éclater. Voilà, elle résiste moins bien qu'une porcelaine dure, qui va mieux supporter les hautes températures. Par exemple, c'est des petits exemples pour expliquer. Par ailleurs, l'aspect également entre porcelaine tendre et porcelaine dure. Une porcelaine dure, qu'elle soit européenne, parce qu'on avait percé au XVIIIe siècle la recette, finalement, ce que je n'ai pas dit, de la recette chinoise, on l'a percée, on a trouvé du kaolin en Allemagne, en France, donc on a fini par produire de la porcelaine dure à Sèvres à partir des années 1770. La porcelaine dure est plus blanche, presque un peu froide, un peu bleutée, un peu grise dans sa blancheur, je dirais. Si vous la comparez avec une porcelaine tendre, la porcelaine tendre va être un petit peu plus jaune, légèrement jaune. Donc voilà, c'est des petits éléments de différence. Par ailleurs aussi, juste dernière conclusion, chaque recette de pâte reçoit des fonds de couleurs différents. Donc, quand on voit une assiette du XVIIIe siècle avec un fond bleu céleste, on sait que c'est de la pâte tendre parce qu'on ne savait pas le faire encore avec de la pâte dure, etc. Donc, les fonds roses, pareil, sont appliqués sur de la pâte tendre tout au long du XVIIIe siècle, pas sur la pâte dure. Bon, eh bien, on a appris beaucoup de choses ce soir. Merci beaucoup. Alors moi, je dois dire que j'ai complètement oublié d'envoyer la biographie. Je m'en doutais. Je suis désolée. Donc, je vais le faire demain matin. Je vais vous réenvoyer la bibliographie. Comme ça, vous aurez la possibilité de retrouver beaucoup de choses par rapport à ce que nous a dit Viviane. Merci beaucoup. C'est une bibliographie sommaire, donc c'est vraiment quelques Oui. ouvrages importants. Non, mais c'est important de la donner. C'est toujours intéressant pour tout le monde. Ouais. Bien, merci infiniment. En tout cas, Viviane, c'était vraiment très intéressant. Et puis, on te retrouve la semaine prochaine Oui. pour thé, café et chocolat. Absolument, les boissons exotiques, tout à fait. Les boissons Avec grand exotiques. plaisir. Bon, eh bien, merci beaucoup et bonne soirée à tout le Bonne monde. soirée. Et puis, à la semaine prochaine. Au Merci revoir, bonne soirée. infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir.